Chers amis, tout d'abord, merci à vous tous pour votre présence ici, aujourd'hui, pour célébrer la vraie France. Merci aux nombreux prêtres et religieux venus nous soutenir. Merci aux délégations venues de Belgique, de Suisse et d'Espagne. Je salue en particulier la présence de Rafael López Dieguez Gamoneda, responsable espagnol de la Coalition pour la vie et la famille, venu spécialement de Madrid. Merci aux élus locaux, aux maires de petits villages, aux présidents d'associations qui sont parmi nous. Merci à Jean-Marie Le Pen et Karl Lang de nous avoir fait l'honneur de leur présence. Merci à vous tous, venus de tous les coins de France. Dans cette salle, nous partageons tous la volonté d'empêcher que notre pays soit submergé par l'immigration et l'islamisation. Mais pour agir utilement, encore faut-il identifier l'origine du problème, remonter à sa cause, car Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, nous enseigne Bossuet. Alors, permettez-moi de rappeler chronologiquement quelques faits. En juillet 1970, Edmond de Rothschild, fondateur de la commission trilatérale, déclare lors d'une interview « Le verrou qui doit sauter à présent, c'est la nation ». Durant ces mêmes années 70, le haut patronat cosmopolite commence à faire venir des immigrés pour disposer d'une main-d'œuvre qu'il pourra payer moins cher que les ouvriers français. En 1975, Simone Veil, ministre de la Santé, fait passer une loi légalisant l'avortement. Depuis lors, 225 000 femmes se font avorter chaque année en France, à la suite de quoi le même haut patronat cosmopolite réclame plus d'immigrés pour compenser la dénatalité, occuper les postes professionnels vacants et payer nos pensions. Les mêmes sornettes sont régulièrement répétées par l'ONU. En 1976, toujours à la demande de ce patronat cosmopolite, la France, dont Valéry Giscard d'Estaing était le président et Jacques Chirac le Premier ministre, transforme par décret l'immigration de travail en immigration de peuplement. Jusqu'alors, les immigrés étaient autorisés à résider en France le temps de durée de leur contrat de travail. À partir de 1976, les immigrés présents sur le sol français peuvent organiser le regroupement familial sur le territoire français et donc s'y installer définitivement. En 2009, lors d'une conférence, le mondialiste Jacques Attali, membre du Congrès juif mondial, déclare que la bourgeoisie juive finance des imams et appelle les juifs de France à contribuer à l'émergence d'un islam bourgeois de France. Dès 2012, il apparaît que les 3 leaders du marché halal en France sont juifs et sionistes, ce dont la Ligue de défense juive s'est réjouie par un tweet le 24 août 2014. En 2013, le rabbin David Tuitou déclare publiquement « C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle. » Depuis 2015, le milliardaire cosmopolite George Soros finance les vagues migratoires qui déferlent sur l'Europe. En septembre 2016, George Soros avait annoncé avoir débloqué 500 millions de dollars pour favoriser l'immigration en Europe. En octobre 2016, dans le journal allemand Die Welt, George Soros demandait à l'Europe de consacrer 30 milliards d'euros par an pour accueillir beaucoup plus d'immigrés. Le 1er novembre 2015, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán avait dénoncé une conspiration contre les nations européennes et pointé le rôle de George Soros. Mais pour les médias,
Il n'y a pas de conspiration, il n'y a que des conspirationnistes. Pourtant, l'immigration de grand remplacement est bien un concept officiel des Nations Unies, comme en témoigne un rapport de 143 pages émanant du département des affaires économiques et sociales de l'ONU, daté de juin 2000, intitulé « La migration de remplacement. Est-ce une solution au déclin et au vieillissement des populations ?» Ce rapport de l'ONU indique que d'ici 2050, l'objectif est de tripler au minimum le nombre de personnes vivant en Europe et de préciser que 3 personnes sur 4 vivant en Europe alors seraient issues de l'immigration récente. 3 personnes sur 4 en 2050. Et le terrorisme islamique. Rappelons qu'en 2013, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, disait à propos du Front al-Nosra, branche d'Al-Qaïda, qu'il faisait du bon boulot. Ajoutons encore qu'en mars 2015, la télévision israélienne I24 a reconnu que des combattants djihadistes viennent se faire soigner dans les hôpitaux israéliens. Bref, pour combattre l'immigration, il faut comprendre que celle-ci est orchestrée dans le cadre d'un plan mondialiste qui veut organiser le chaos, pousser à une situation de guerre civile en Europe, à la suite de quoi une force armée onusienne viendrait prétendre nous libérer pour légitimer l'instauration d'un gouvernement mondial dont Jacques Attali a maintes fois répété que la capitale serait Jérusalem. C'est ce même mondialisme qui, depuis des décennies, a contribué à féminiser l'homme européen. Comme il semble loin, le temps où la France savait rendre hommage à des hommes de la trempe de Roger Olindre. Aujourd'hui, engluée dans le marécage des valeurs républicaines, la France soumise ne rend plus honneur à ses héros et applaudit les travelots, multiplie les guébrages. Après les agressions sexuelles à Cologne le soir du réveillon menées par des hordes d'immigrés, des jeunes hommes européens avaient défilé en jupe par solidarité avec les femmes violées. Voilà quels eunuques produit l'Europe aujourd'hui. Alors, pour en revenir à la question de l'identité de la France ne pourra être sauvée que si elle retrouve la force morale et spirituelle qui réveille l'âme d'un peuple. C'est la République maçonnique qui a livré la France au cosmopolitisme, comme par le passé avec Charles Martel, Sainte-Geneviève et Sainte-Jeanne d'Arc, c'est la France catholique qui la libérera. Que nous subissons ne se limite pas à l'immigration. Et si cette immigration parvient si facilement à nous submerger, c'est parce que la France est depuis bien longtemps malade, empoisonnée par les forces de l'anti-France. Or, nous voici à quelques mois des élections législatives, et permettez-moi cette citation. Vous qui êtes chef de famille, vous avez une grande responsabilité dans votre pays. Vous n'avez pas le droit de laisser votre pays envahi par le socialisme et le communisme. Vous n'en avez pas le droit où vous n'êtes plus catholique. Vous devez militer au moment des élections pour que vous ayez des maires catholiques, des députés catholiques, et qu'enfin la France redevienne catholique. C'est faire de la bonne politique. La politique comme l'ont fait les saints, comme l'ont fait les papes qui se sont opposés à Attila, comme Saint-Rémy qui a converti Clovis, comme Jeanne d'Arc qui a sauvé la France, c'est de la politique, cela aussi, ces mots prononcés par Monseigneur Lefebvre lors de son jubilé sacerdotal, du 23 septembre 1979, sont toujours bien d'actualité.
Seuls les périls devraient-ils être complétés en ajoutant au socialisme et au communisme le mondialisme, fléau multiforme qui livre notre pays à l'invasion migratoire, soumet notre économie aux intérêts de multinationales, remplace les souverainetés nationales par une gouvernance mondiale et fait de nos contemporains des êtres déracinés, sans Dieu, sans patrie, sans famille. Voilà pourquoi Civitas lance un appel à tous les catholiques français pour qu'ils militent durant ces prochains mois pour avoir des députés catholiques. Civitas présentera des candidats aux élections législatives de juin 2017 en cartel avec le Parti de la France et les comités Jeanne. Il ne s'agit pas pour nous de participer à la danse du ventre de la prostitution électoraliste, ni de rêver aux ors de l'Assemblée nationale, mais de profiter de cette campagne électorale pour faire entendre une voix authentiquement catholique et patriote et dire aux Français la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dans le contexte actuel, c'est déjà très important et c'est une étape indispensable pour atteindre les âmes et réveiller les consciences. Civitas va s'adresser avec ses partenaires au pays réel, lui mettre sous les yeux le diagnostic de son état de santé alarmant et lui proposer un remède de cheval. En ce qui nous concerne, c'est restaurer une France catholique, seul moyen d'éliminer toutes les tumeurs qui le rongent et l'oppriment. Nous allons remettre en cause le système même, cette république maçonnique perverse, ses spéculateurs, ses usuriers, ses lois mortifères, sa préférence étrangère, sa gabegie, ses mensonges, sa tyrannie, sa vassalité à des puissances financières internationales. Nous allons y opposer la France des terroirs et des clochers, l'ordre naturel, la moralité, le patriotisme, la préférence nationale, le bien commun, la bonne gestion, la justice sociale, le retour au réel. Nous allons revaloriser la famille, la natalité, la ruralité, la paysannerie, l'artisanat, le petit commerce et la petite industrie qui sont la richesse de la France réelle. Trouver des prétextes pour s'abstenir de participer à cette bataille et refuser de soutenir des candidats authentiquement catholiques et patriotes serait aussi répréhensible que de ne pas se soucier du bien commun. Si les catholiques entrent ainsi dans la vie politique, ce n'est pas pour approuver ce qu'il y a de blâmable dans les institutions modernes, mais pour faire passer dans toutes les parties de l'organisme social comme une sève féconde et un sang réparateur, la sagesse et la vertu du catholicisme, à l'image de ce que réalisèrent pour nous des modèles politiques tels que Garcia Moreno, qui fut président de l'Équateur, ou Salazar, au Portugal. Alors je veux vous rappeler quelques premiers points du programme de Civitas, devenu parti politique, qui n'engage pas nos partenaires dans ce cartel, mais qui quand même soude l'esprit dans lequel nous allons participer à ces élections. Et croyez-moi, c'est incontestablement très différent du discours politique actuel. En premier point, nous réclamons l'abrogation de la loi de séparation des églises et de l'État et le rétablissement du catholicisme comme religion d'État. Voilà bien la seule véritable solution pour nous débarrasser définitivement de la question de l'islamisation. La France redevenue catholique, l'UOIF, le CRIF et le Grand Orient pourront faire leur valise. Bien sûr, je vous parle ici
du retour à un véritable catholicisme, pas de la version frelatée du pape François, imposteur au service du gouvernement. En deuxième point, nous réclamons l'abrogation de la loi Taubira ayant autorisé le mariage entre personnes de même sexe. Nous la réclamons avec clause de rétroactivité annulant les mariages homosexuels et tous leurs effets. J'entends déjà me dire, mais c'est impossible, à se fixer des limites selon des règles imposées par nos adversaires. Sauver la France est alors également impossible. Nous ne sauverons pas un pays moralement gangréné par de simples plâtres. Point 4. Abrogation de la loi Veil et interdiction de l'avortement. Quelle est donc cette société qui tue des enfants innocents dans le ventre de leur mère et qui préserve la vie des pires assassins? Quelle est donc cette société qui refuse d'accueillir chaque année la vie de 225 000 enfants, mais qui veut nous obliger chaque année à accueillir des centaines de milliers d'immigrés extra-européens? En cinquième mesure, nous réclamons l'abrogation de la loi Pleven-Guesso et de toutes les dispositions qui visent à museler le pays réel. Eh bien, nous voulons libérer le bon sens et la parole vraie. En sixième point, nous réclamons l'interdiction de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui. Ni les enfants, ni les ventres des femmes ne sont des marchandises à louer ou à vendre. En septième point, au sujet des sociétés secrètes, dans un premier temps, et sous peine d'interdiction d'exercice de la fonction, nous voulons obliger à rendre public l'adhésion à la franc-maçonnerie ou à toute autre société secrète du type du club Le Siècle ou du Bilderberg, dans les cas des élus politiques et candidats aux élections, des magistrats, des fonctionnaires et des journalistes. Dans un second temps, ce sera l'interdiction de la franc-maçonnerie et toutes les sociétés secrètes, entraînant l'interdiction d'adhérer à une société secrète. Il faut libérer la France de ces vipères lubriques. Huitième point, suppression de tous les avantages fiscaux accordés aux partis politiques. Neuvième point, suppression de toutes les subventions à la presse. Les impôts des Français doivent cesser de servir à rémunérer des entreprises de mensonges organisés. Dixième point, interdiction de concentrer la détention des médias dans quelques mains. Qu'un homme d'affaires franco-israélien comme Patrick Drahi puisse être le propriétaire de BFM, de RMC, de Libération, de l'Express et de bien d'autres médias démontre à quel point quelques puissances financières peuvent organiser la désinformation à leur gré et comment en ce moment tenter de manipuler une élection au profit du bankster Emmanuel Macron. Onzième point, suppression du financement public des centrales syndicales. 12e point, suppression à tous les échelons de l'État et des collectivités territoriales et locales des subventions et des avantages fiscaux accordés aux associations, hormis celles véritablement d'intérêt général. Il s'agit de priver les très nombreuses associations parasites
de subventions et de réaffecter l'argent du contribuable à ses véritables finalités. 13e point, interdiction dans toutes les écoles et universités de toute activité liée aux organisations communautaires et aux lobbies. Fini la théorie du genre à l'école. 14e point, restitution aux familles de leur autorité et de leur liberté, notamment par le chèque scolaire, pour que leurs impôts financent l'école de leur choix. 15e point, abrogation de tous les protocoles signés entre l'État ou l'un de ses ministères et des associations de type communautariste, LGBT, CRIF, LICRA et j'en passe. 16e point, rétablissement des corporations professionnelles, seule façon de mettre fin à la lutte des classes. 17e point, simplification majeure des obligations administratives des paysans, artisans, commerçants, professions libérales et petites entreprises qui sont la véritable richesse économique de la France. 18e point, suppression des droits successoriaux. Nos familles ne doivent pas payer indéfiniment plusieurs fois les mêmes biens. 19e point, instauration de mesures visant à faciliter l'accès des familles françaises à la propriété. 20e point, arrêt de toute immigration d'origine extra-européenne. 21e point, organisation de la rémigration par tous les moyens nécessaires. 22e point, remplacement du droit du sol par le droit du sang. 23e point, interdiction de la double nationalité. 24e point, instauration de la préférence nationale dans les logements sociaux, dans l'emploi, dans tout ce qui concerne la vie des Français. Les Français prennent les services ici en France. 25e point, instauration de la règle de préférence nationale dans tout ce qui relève de la consommation par l'État, les collectivités territoriales et locales et de tout ce qui en dépend. Cessons de dépenser l'argent pour servir les intérêts de l'étranger. 26e point, abrogation de la loi Pompidou-Valéry-Giscard d'Estaing-Rothschild de janvier 1973, responsable de l'endettement de la France. 27e point, sortie de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. 28e point, le Frexit, sortons de cette Europe. Alors, à ceux qui nous disent « Comment pourrait-on croire que cela reviendra ?» Nous répondons « Comment pourrait-on croire que l'on pourra encore longtemps s'en passer? Le temps des demi-mesures s'achèvera tôt ou tard. Que vive le pays réel! Que vive la France!